Le logiciel dévore le monde, le web dévore le logiciel et JavaScript dévore le web. Cette citation vient d'un des titans de la Silicon Valley qui s'appelle Marc Andreessen et qui est notamment connu pour investir dans des petites entreprises comme Facebook ou encore Twitter. Mais il est également cofondateur d'une entreprise qui a tout simplement créé un des premiers navigateurs au monde qui s'appelait Netscape Navigator, dont on retrouve aujourd'hui une partie de la codebase dans Mozilla Firefox. Ce que j'aime beaucoup avec cette citation, c'est que ça remet en avant JavaScript comme étant un langage de premier plan pour développer aujourd'hui, même si JavaScript a cette image de vilain petit canard par rapport à de vrais langages comme C++ qui seraient plus performants ou alors Java qui serait mieux typé. Sur le fond, on est 100% d'accord. Le problème, c'est que ce que j'ai remarqué ces dernières années, c'est que c'est pas la technologie en soi ou les outils que vous utilisez qui vont vous sauver, mais ce sont plutôt les compétences des gens. Et dites-vous bien que si les 10 meilleurs ingénieurs de Google qui développent en JavaScript intervenaient sur votre projet, eh bien, ils s'en sortiraient probablement mieux que quelqu'un qui utiliserait le C++, qui serait une meilleure technologie en soi. Et donc ces dernières années, j'ai passé beaucoup de temps à apprendre JavaScript et je me suis synthétisé tout ce que j'ai appris dans la matrice que vous voyez à l'écran. Et l'objectif, eh bien, c'est de développer des compétences solides sur JavaScript qui feront de vous un bon développeur, même si le langage est réputé mauvais. Et le schéma que vous voyez à l'écran, j'ai appelé ça la matrice de JavaScript, que je pourrais d'ailleurs appeler le cadran de JavaScript, pour un petit peu avoir une roadmap, une boussole pour apprendre ce langage qui est très populaire, mais qui est un peu dur à apprivoiser. Sur ce schéma, on remarque qu'il n'y a que 4 choses qui sont réellement importantes à apprendre sur JavaScript et qui m'ont servi ces dernières années. Premièrement, c'est comprendre les valeurs, c'est-à-dire vous manipulez une donnée en synchrone. Vous devez également être capable d'être très à l'aise et efficace avec des collections de données synchrones qu'on appelle modestement des tableaux. Ensuite, vous devez être capable de traiter également le temps, ces fameux traitements asynchrones qui sont si durs à modéliser dans du code, mais qui peuvent être faits relativement facilement avec la promesse qui permet de gérer une donnée qui va arriver ou non dans le temps. Et ensuite, on a un dernier objet qui permet de modéliser plusieurs données dans le temps, ce qui nous donne une souplesse incroyable, mais qui demande de raisonner à un niveau d'abstraction un peu au-dessus, et donc il y a une montée en compétences, c'est les observables. Donc je vous propose de voir rapidement chacun de ces blocs pour monter en compétence sur JavaScript très rapidement. Premier cadran, les valeurs en JavaScript. Vous entendrez souvent que JavaScript est un langage pourri puisqu'il n'y a pas de typage fort et il est plus ou moins possible d'écrire n'importe quoi. Et tant que j'ai eu cette croyance, je n'ai jamais réussi à faire grand chose avec mon code JavaScript. Je me sentais pas autonome sur ce langage et je n'arrivais pas vraiment à avoir confiance dans les programmes que j'écrivais en JavaScript. Mais la question que je vous recommande de vous poser, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que les types ne sont pas importants en JavaScript? Et personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé à progresser en JavaScript, c'est de comprendre que la réalité est exactement l'inverse. Les types sont importants en JavaScript puisqu'ils vont ni plus ni moins que déterminer le rôle des opérateurs que vous utilisez. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenez le code suivant. Vous faites une addition entre 1 et 1, vous obtenez 2. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, vous prenez un nombre 1 et vous l'additionnez, et cette fois-ci, vous utilisez l'opérateur plus, mais sur une chaîne de caractères qui vaut 1. Et bizarrement, vous obtenez 11. Ce que vous devez comprendre ici, c'est que l'opérateur plus va se comporter différemment en fonction du type des opérandes sur lesquels il opère. Donc, quand on additionne 1 et 1 avec des valeurs qui sont des nombres, l'opérateur plus se comporte comme une addition. Par contre, si vous utilisez ce même opérateur sur des opérandes qui sont respectivement un nombre et une chaîne de caractères, vous allez obtenir un autre type d'opération qui va être une concaténation. Ici, le rôle de l'opérateur, c'est-à-dire le traitement que vous êtes en train d'effectuer, va dépendre du type des opérandes que vous utilisez, puisque l'opérateur en lui-même plus est identique dans les deux cas. Donc, tant que vous ne vous souciez pas du type des opérandes que vous utilisez, vous ne savez pas comment se comportent les opérateurs que vous utilisez, et donc vous ne savez pas réellement ce que fait votre programme. Donc ce que je vous recommande pour progresser en JavaScript, c'est de développer les bonnes intuitions sur les types des opérandes et les opérateurs que vous utilisez. Et pour ça, il faut repartir des bases et essayer de développer des intuitions là-dessus. Et ce que je vous recommande, c'est de bombarder le type-off et le console log pour essayer de comprendre comment JavaScript détermine tous les traitements qu'il doit effectuer. Donc dans le code que vous voyez à l'écran, je vous ai mis tous les types de base. On voit qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont intéressants. Le type symbole et big int, je les ai barrés puisque vous n'en avez pas réellement besoin quand vous démarrez de zéro sur JavaScript. Les 5 types que vous allez utiliser le plus souvent sont string, number, booléen, undefined et object. Il existe aussi le type fonction, mais c'est rarement une valeur qu'on va manipuler avec un plus ou un moins.
ça donne des choses très étranges. Une fois que vous avez compris le type des valeurs que vous manipulez, eh bien vous allez pouvoir vous exercer à appliquer des opérateurs dessus et voir que en fonction du type de toutes les opérandes que vous manipulez, eh bien vous allez avoir tel ou tel traitement qui est effectué par JavaScript. Donc là encore, je vous ai mis une capture d'écran sur laquelle j'utilise l'opérateur plus une fois avec 2 opérandes et une fois avec une seule opérande pour regarder un peu comment tout ça se comporte. Quand j'utilise le plus avec 2 opérandes, généralement j'ai soit une addition, soit une concaténation, et si j'utilise simplement l'opérateur plus devant une opérande, donc c'est-à-dire que cette fois j'ai le même opérateur plus mais avec une seule opérande, eh bien j'obtiens un comportement différent qui correspond à un caste de valeurs vers le type nombre. Donc par exemple, je vois qu'ici une chaîne vide est évaluée à 0, qu'une chaîne de caractères qui vaut 2 est évaluée au nombre 2, mais par exemple, si je passe hello dans cette opérande, j'obtiens le type not a number, j'obtiens la valeur not a number qui est de type number, et pareil, si j'essaye de caster la valeur nan vers un nombre, je retombe sur nan. Donc je vous encourage vraiment à essayer de jouer avec ça pour développer les bonnes intuitions sur les opérateurs, les types et les opérandes. Ça m'a beaucoup aidé pour appréhender des traitements basiques avec JavaScript et être capable de développer des programmes de meilleure qualité en comprenant réellement ce qui se passe dans l'arrière-boutique. Deuxième cadran, les tableaux en JavaScript. Alors les tableaux, c'est quelque chose quand vous programmez, puisque tout ce qui est une collection de données, eh bien vous allez être amené à manipuler ça pratiquement toute la journée. Et généralement, quand on veut manipuler des tableaux, eh bien on passe par des boucles avec la fameuse boucle for. Regardez plutôt le code qui est à l'écran. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que fait ce code? Pour ma part, il faudrait que je me pose, peut-être même avec un crayon, que je relise chaque ligne de code pour comprendre ce que fait réellement ce code, à moins que le nommage de la fonction en question vienne me sauver. Dans tous les cas, si je dois être amené à modifier ce code, eh bien je vais devoir passer du temps à le relire et comprendre réellement comment ça tourne derrière. Ce que je vous propose, c'est de réécrire ce code sans la boucle for. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le code est beaucoup plus efficace, que ce soit en termes de maintenabilité et d'intention que vous mettez dans le code. C'est-à-dire qu'on va comprendre à la fois plus vite comment le code fonctionne, et si on est amené à le bouger, on va pouvoir effectuer plus vite cette modification et avec moins de risque de casser le code existant. Et pour faire ça, tout ce que vous avez à faire, c'est d'arrêter d'utiliser la boucle for et d'utiliser à la place 3 fonctions qui vous permettent de manipuler vos tableaux à l'infini. La fonction map, qui va vous permettre d'effectuer une transformation sur chacun des éléments de votre tableau, la fonction filter, qui va vous permettre d'appliquer un critère sur les éléments du tableau pour savoir si vous les gardez ou non, et la méthode reduce, qui va vous permettre de parcourir tout votre tableau et d'en tirer une valeur. Par exemple, quelle est la valeur maximum dans ce tableau, ou est-ce que ce tableau contient un nombre impair, oui ou non. En vous débarrassant de la boucle for et en utilisant simplement ces 3 méthodes, vous allez être capable d'effectuer des opérations complexes avec une rapidité, une facilité qui va rapidement vous faire oublier la boucle for. Troisième cadran de la matrice JavaScript, eh bien ça va être de manipuler une valeur en asynchrone. Maîtriser le temps, maîtriser les traitements asynchrones et les accès concurrentiels à des ressources fait partie des tâches difficiles qu'un développeur doit savoir faire. Pourtant, de mon expérience, 80% du temps on doit gérer des traitements asynchrones, c'est des choses en réalité assez basiques et vous n'avez que 2 traitements fondamentaux à connaître. Premièrement, la notion de séquençage dans le temps. C'est-à-dire, je vais lancer un traitement asynchrone, je ne sais pas exactement quand il est fini, mais quand il sera fini, je veux déclencher un deuxième traitement asynchrone. Donc si vous avez des traitements séquentiels comme ça, avec les promesses, c'est assez simple, vous pouvez utiliser promise.zen et vous avez fait ce fameux traitement séquentiel. Deuxièmement, il se peut que vous ayez des traitements qui doivent être faits en même temps. Dans ce cas, c'est difficile parce que vous balancez 2 requêtes, mais vous avez besoin que les 2 soient finis avant d'effectuer un autre traitement. Mais on ne peut pas savoir s'il y en a une qui va finir avant l'autre, etc. Donc, tout ce qu'on veut dire au programme, c'est « tiens-moi au courant quand ces 2 traitements asynchrones sont terminés ». Là aussi, c'est pas très compliqué puisque l'API des promesses nous propose promise.all qui règle ce problème pour nous. Donc je vous ai mis à l'écran 2 exemples de code, un pour utiliser des accès qui doivent être faits en même temps avec promise.all, et maintenant vous voyez s'afficher à l'écran un deuxième exemple de code où ici on affiche des traitements en séquence avec promise.zen. Une fois que vous savez faire ça, vous pourrez vous en sortir dans la plupart des cas que vous allez rencontrer en entreprise, et ce qui est vraiment génial, c'est que vous pouvez combiner ces 2 mots-clés. Donc vous pouvez dire que ce paquet de requêtes doit être terminé et qu'ensuite je vais faire un autre paquet de requêtes. Vous avez simplement à combiner promise.all avec des promise.zen et vous pouvez imbriquer et enchaîner ces traitements comme vous voulez pour résoudre des cas plus compliqués. Juste avant de passer au 4e élément du cadran, je me présente rapidement pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne.
Je m'appelle Simon, je suis développeur depuis plus de 7 ans et mon objectif à travers cette chaîne, c'est de faire connaître le code d'entreprise, c'est-à-dire comment on résout des problématiques spécifiques pour un client qui sont généralement beaucoup plus complexes que ce qu'on peut voir dans des tutoriels. Si vous devez construire un site de réservation de billets d'avion en ligne, généralement ce sera plus compliqué que ce que vous avez vu dans un tutoriel /voiture/1, /voiture/2. Vous n'allez pas forcément vous en sortir comme ça. Ce sera probablement beaucoup plus difficile de modéliser le problème de votre client. Donc si le sujet du code en entreprise vous intéresse, vous pouvez repasser sur la chaîne quand vous en avez besoin. Généralement, je publie une vidéo par semaine, sauf quand je travaille en parallèle sur une grosse formation, ou dans ce cas, je ralentis un petit peu les vidéos YouTube. Et on passe au 4e cadran, qui est de gérer plusieurs valeurs dans le temps avec les observables. La première fois que j'ai lu la définition d'un observable, j'ai absolument rien compris. Je vous l'affiche à l'écran et vous me dites si vous comprenez quelque chose. Un observable est un objet qui permet de produire une série de valeurs asynchrones au fil du temps. Ces valeurs peuvent être des données, des erreurs ou des signaux indiquant la fin de la série de valeurs. Cette définition est tellement abstraite qu'il est très difficile de comprendre concrètement dans votre code qu'est-ce qui va se passer. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez probablement pas besoin de maîtriser les observables pour démarrer dans le code. J'ai souvent rencontré des développeurs qui codaient depuis des années en JavaScript, même sur des frameworks comme React ou Angular, et qui n'étaient pas très à l'aise ou qui ne comprenaient pas réellement ce qu'étaient les observables. Donc si vous êtes à la recherche d'une première mission, un premier poste pour démarrer dans le code, honnêtement, je pense que vous n'avez pas besoin d'en savoir énormément là-dessus. Je vous donne quand même le 20-80 à savoir sur les observables si le sujet vous intéresse. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un observable doit vraiment être vu comme un producteur de données. C'est-à-dire que l'analogie à comprendre, c'est que Netflix, par exemple, serait un observable, c'est quelque chose que vous pouvez observer, et vous êtes l'observeur, c'est-à-dire celui qui va venir consommer ces données à observer. Donc imaginez que vous êtes en train de regarder votre série préférée, Netflix va agir comme un observable, où à chaque fois qu'un nouvel épisode est disponible, il va le pousser dans l'observable, et vous allez vous y abonner. Et en tant qu'observeur, à chaque fois que vous allez recevoir un épisode, vous allez pouvoir faire une action, comme par exemple regarder ce nouvel épisode. Ce qui est génial avec les observables, c'est qu'on peut pousser plus que des données, on peut aussi émettre 2 notifications qui sont très intéressantes. La première, c'est pousser une erreur qui va dire que le flux est terminé parce qu'il y a eu un problème. Dans ce cas, Netflix pourrait pousser quelque chose en disant que suite à des coupures budgétaires, par exemple, la série n'aura pas de suite. Dans ce cas, vous, en tant qu'observeur, vous êtes informé et vous pouvez prendre une décision spécifique par rapport à cet événement qui est qu'il y a eu une erreur, comme par exemple couper votre abonnement. Et enfin, le dernier type de notification que peuvent émettre les observables en plus des données et des erreurs, c'est une notification de complétion pour dire que le flux n'émettra plus jamais de données. Donc dans ce cas, si vous êtes sur le dernier épisode de la dernière saison de la série, Netflix, aka l'observable, pourrait là aussi pousser une notification spéciale et vous, en tant qu'observeur, vous pouvez prendre une 3e action ici, comme par exemple aller sur Twitter pour dire à quel point vous êtes triste que cette série est terminée. Je vous ai mis un exemple de code à l'écran qui illustre un petit peu cette analogie, mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est l'observable va être un producteur de données. On va venir s'y abonner, prendre un abonnement et passer à cet abonnement un observeur pour réagir soit à une nouvelle donnée, une erreur qui est arrivée ou la fameuse notification de complétion. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet des observables et notamment de leur implémentation avec la librairie RxJS, j'ai fait une autre vidéo dédiée sur des concepts plus avancés qui est le mapping asynchrone. On va pouvoir gérer des flux de données asynchrones de manière très efficace et aller plus loin que ce qu'on peut faire avec les promesses .zen et .all. Voilà, en tout cas, j'espère que cette matrice JavaScript va vous aider à prendre en main ce langage extrêmement populaire plus rapidement qu'avec les méthodes d'apprentissage que vous êtes en train d'utiliser actuellement. Et sachez que si vous voulez aller plus loin et vous former sur JavaScript pour être prêt pour votre premier jour en entreprise, je propose sur mon site angularsenior.fr un workshop complètement gratuit qui dure entre 3 et 4 heures, dans lequel on creuse le code derrière ces 4 cadrans. Donc si le sujet vous intéresse, ce workshop est encore disponible 48 heures. Vous pouvez vous y inscrire, vous y aurez accès ensuite pendant autant de temps que vous voulez, en tout cas tant que le site angularsenior.fr existe. Par contre, dans 48 heures, je fermerai définitivement l'accès à ce workshop pour en ouvrir un nouveau
je vous tiendrai au courant du nouveau workshop la semaine prochaine. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter, ça fait plaisir de reprendre un peu les vidéos YouTube, j'étais vraiment dans le dur pour préparer le prochain workshop depuis plusieurs semaines, il y a quelque chose qui commence à sortir, ça fait plaisir. En tout cas, je vous souhaite bon code senior d'ici là, et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!